Bonjour à tous, c'est Nico de Batman Legend. Bienvenue dans ce 12e Batcast, le podcast made in Batman Legend. Alors on s'excuse d'avance pour le retard pris pour l'enregistrement de ce podcast, mais bon, fin de l'été oblige, etc. On a pris un petit peu de retard. On a fêté aussi nos 5 ans, ça nous excuse peut-être un petit peu. Du coup, il y a eu petite fiesta d'organiser, donc on a pris un peu de retard. Donc vous l'avez peut-être vu passer sur nos réseaux, donc on s'est bien amusé, mais du coup on a pris, voilà, on s'est un petit peu égaré pour les podcasts. Vous l'entendez un petit peu rire là au fond. Je suis accompagné de deux rédacteurs du blog, donc déjà Aliénor. Salut. Et Mathieu. Bonjour à tous. Mathieu, est-ce que j'ai besoin de préciser que tu es toujours la caution belge du blog? Ah non, ça faut pas dire, hein. Au programme du coup de ce podcast, retour sur nos lectures du mois d'août, même si on est bien avancé dans le mois de septembre. On parlera un petit peu des lectures soit qu'on a déjà lues, soit qu'on attend le plus pour le mois de septembre. Puis on finira par un gros débat, parce que le débat va concerner les relations amoureuses de Bruce Wayne, alias Batman. Du coup, on va entamer ce podcast par nos lectures du mois d'août. Et j'ai envie de dire, on va entamer par un gros morceau, puisque Mathieu, je sais que tu l'as lu, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de l'intégrale, la deuxième partie de l'intégrale qu'il nous a présenté Urban Comics sur Grant Morrison. Alors c'est pas peu dire, puisque c'est un très gros morceau, et pour la compréhension de lecture, quand on est néophyte, parce qu'à l'époque, quand je l'avais lu, j'étais pas aussi calé qu'aujourd'hui sur Batman, donc il fallait vraiment s'accrocher. Ah, c'est vrai que pour démarrer, c'est pas le top, quoi. Non, et ça c'est faute à une superbe édition qui donne envie de l'acheter tout simplement. Et donc du coup, écoute, en fait ici cette intégrale est évidemment la suite de la première intégrale sortie il y a quelque temps, qui prenait les deux premiers albums de l'ancienne édition, donc à savoir l'Héritage maudit et Batman RIP. Ici donc on retrouve toujours pour mettre un parallèle avec les anciennes éditions, Nouveau Masque, donc l'ancien tome 3 et l'ancien tome 4 qui était le dossier noir. Et donc ici on retrouve en équipe le nouveau Robin, qui à l'époque était nouveau Robin, et également un nouveau Batman, puisque ce n'est ni plus ni moins que Dick Grayson qui a pris le masque en l'absence de Bruce Wayne. Et franchement, c'est rare pour le souligner du coup. Oui, c'est ça. Et franchement, c'est un des tomes les plus agréables à lire, et dans lequel on se casse un peu le moins la tête, parce que justement, on part de zéro. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un nouveau Batman, un nouveau Robin, et des ennemis qui sont créés pour l'occasion, notamment Mr. Pig, je pense. Professeur Pig, pardon. Et très franchement, ça se lit très facilement. Il n'y a pas énormément de difficultés de compréhension. Et surtout, c'est très fun. Et surtout, on apprend à connaître Damian Wayne un peu plus que l'ancien meurtrier qu'il était. Ouais. Et franchement, c'est vraiment quelque chose de très agréable. Et je vais pas spoiler outre mesure parce que déjà, ce tome, mis à part le fait qu'on introduit Robin avec Dick, il n'y a pas de gros faits d'armes dans ces histoires, mais elles sont toutes très agréables à lire. Par contre, dans le dossier noir, ce que j'ai beaucoup aimé à l'époque, sinon il y a une petite rétrospective sur le passé de Bruce Wayne, un petit peu à travers différentes choses qu'il a vécues, notamment une page qui synthétise la paralysie de Barbara Gordon par le Joker dans Killing Joke. Entre autres et par d'autres d'armes. Et en fait, la partie pour moi qui est la plus intéressante de ce tome, c'est le dossier noir. Donc où en fait Urban a mis des vieux épisodes de Batman sur lesquels Morrison s'était référencé pour travailler ses personnages. Et notamment, on retrouve ici dedans, il me semble, oui, le Bat-Myth. On a pu voir dans la première intégrale, et le Batman il me semble que c'est bien dans celui-ci aussi, le Batman de Zuranhar. Ouais, le fameux aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments dans le run de Morrison. Il y a
tellement de choses. C'est pour ça que bon, on a rigolé un petit peu au départ avec la difficulté d'appréhender de tels ouvrages quand t'es néophyte, quoi. Mais c'est tellement riche que du coup, c'est toujours un gros plaisir à découvrir. Ah, mais c'est ça qui est formidable, c'est qu'en fait, le simple fait d'avoir ces vieux épisodes, ça éclaircit pas à 100% la lecture parce que Morrison a retravaillé les personnages et leur apporté un peu de crédit, alors qu'à l'époque, ils étaient même plutôt ridicules parce qu'ils arrivaient dans des années où les comics n'étaient pas aussi matures que maintenant et où c'était peut-être un peu plus funny. Ah oui, beaucoup. On était carrément dans le... c'est tout ce qui est âge d'or, donc c'est tout ce qui est sous le Comic Code Authority, donc c'était vachement fantaisiste, on va dire. Exactement, et donc Batman dans l'espace et ainsi de suite. Et donc ça permet de comprendre déjà d'où viennent ces particularités installées par Morrison, et donc au final il s'est vraiment fait plaisir en reprenant des vieux mythes de Batman et en les remettant au goût du jour, et c'était plutôt réussi. Ouais. C'est intéressant ça. Ouais. Et puis la relation... Pardon. Non, vas-y. La relation entre Dick Grayson et Damian aussi est super intéressante, je pense. Donc ça tente bien de lire ce second tome rien que pour ça, quoi. Dans d'autres histoires, à chaque fois qu'ils sont ensemble, c'est assez intéressant. Oui, ça part de là justement, cette relation entre les deux qui est super intéressante. Il y a une dynamique qui se met en place où tu as Dick qui est moins sombre que Bruce Wayne dans le costume de Batman et Damian toujours égal à lui-même. Donc non, mais même il était peut-être pas encore aussi casse-pied à l'époque que maintenant. c'est sûr, il a eu des moments un petit peu Bon, super. Du coup, on rappelle, du coup, l'intégrale, c'est le deuxième tome de l'intégrale de Grant Morrison. Et le troisième est attendu pour octobre, me semble, ou novembre, je sais plus. Donc, attends, je crois que je le... Tac. Je sais plus si à mon avis, comme ils ont mis 2 mois entre les deux, je pense que ça peut plus être... Il est en fait, il est attendu pour le 5 octobre. Voilà, c'est octobre. Ah, ouais. Donc, du coup, avec le troisième tome, c'est le dernier, me semble. Ça fait plus de 1500 pages de lecture, c'est déjà pas mal. C'est énorme. Donc voilà, du coup pour Grant Morrison, donc toujours aussi fidèle à lui-même, aussi bon. Ensuite, on avait une autre série que moi perso j'adore. Je sais qu'Aliénor elle aime bien aussi. Est-ce que tu veux bien nous en parler de ce fameux tome 4 de Batman Detective Comics? Oui. Alors ça fait un moment moi que je l'ai lu, parce que comme je l'ai en kiosque, ils avaient un peu d'avance. Ouais. Voilà. Alors moi j'avais un rapport mitigé parce que j'ai beaucoup aimé la partie avec Zatanna en fait, comme toi. Ouais. J'ai lu sur ton article que tu avais adoré. Et effectivement, moi j'adore Zatanna et puis la relation entre les deux, entre Bruce Wayne et Zatanna, surtout depuis crise d'identité où je le rappelle, Zatanna a un peu trahi Batman. Ouais, ça fait suite à ça, je sais un peu beaucoup, elle a quand même fait sa mémoire, etc. Enfin. lui a fait un gros coupage que Batman ne lui a jamais pardonné. Alors que, ils ont énormément de sentiments entre tous les deux. Donc voilà, là on retrouve un peu les racines de ce sentiment un peu amoureux, un peu amitié. Et impossible. Très ambigu et impossible, voilà. Ouais. Donc ça c'était une belle partie. J'ai beaucoup moins apprécié la partie avec Azrael parce que j'aime pas ce personnage tout simplement et là l'exploitation qui en a été faite, ça m'a un peu ennuyé plutôt qu'autre chose. Cet aspect très très christique là. Ouais. Je suis pas du tout par exemple je suis fan de Daredevil et j'adore quand il y a cet aspect catholique dans Daredevil, mais là chez Azrael j'aime pas du tout, ça m'ennuie et ça me gonfle plutôt qu'autre chose. D'accord, ouais. Donc voilà, là c'est pas une question je pense scénaristique ou autre, c'est vraiment un sentiment personnel, donc c'est pas très après c'est pas fiable quoi. Ouais, c'est juste que c'est un personnage que j'arrive pas à aimer et c'est tout quoi. Donc ils auront beau faire des tas de trucs avec lui, ça passe pas quoi. Voilà, ça passe pas. Bon, donc Jean-Paul, si tu nous entends.
Voilà, pauvre Jean-Paul, c'est pas de ta faute, je pense. Enfin, si, un peu, t'as qu'à pas être comme ça, mais... Et le plus drôle dans tout ça, c'est que justement, pas plus tard qu'hier, j'ai fait une expérience avec ma copine qui m'a dit, je t'enlève une BD de ta bibliothèque et après tu dois retrouver laquelle c'est. Elle m'a enlevé La Lame d'Azraël et j'étais incapable de me souvenir que cette BD m'appartenait. C'est dire, Azraël. Voilà. Bon, ben voilà, ça c'est fait, au moins. Ah, c'est vrai que, du coup, pour revenir au tome 4 de Detective Comics, ouais, il est coupé en 2 parties. C'est-à-dire que, on s'attache encore à traiter l'un des personnages de la Bat Family, et cette fois, c'est Azrael, qu'on croyait avoir raccroché par rapport à ses aventures d'Azrael, mais au final, l'ordre de Saint-Dumas se réveille, on va dire, et du coup, il se retrouve reconfronté à son passé. Mais moi j'ai rien contre Azrael. Et du coup moi j'ai trouvé ça assez intéressant parce que ça nous ramène un petit peu au Knightfall et puis d'une manière que j'ai trouvé assez habile. Et puis tout est encore très bien ficelé entre le fil rouge conducteur qu'on a dans le récit depuis 4 tomes et ce dernier tome là. Sachant que ça finit avec un petit cliffhanger avec la révélation de quelques personnages qui sont à la tête de tous les malheurs de Gotham depuis quelques tomes. Donc non, je trouvais ça intéressant. Après, comme je le disais dans ma review, j'ai préféré la partie sur Zatanna, juste parce que Zatanna quoi, avec tout ce que ça implique et la relation avec Bruce, et puis c'est très bien fait avec des petits flashbacks qui nous ramènent dans le passé avec des jeunes, les versions jeunes de Zatanna et Bruce. Donc non vraiment, moi je trouve que c'est toujours aussi bien quoi cette série de James Tynion Ford, toujours aussi bien. Bah écoute, la suite s'annonce pas mal. J'ai lu les débuts et... Ah ouais? Écoute. Ah oui. Je pense que je la lirai de toute manière vu que j'adore cette série depuis 4 tomes, donc je continuerai sur mon truc. Et non, c'est clair que c'est une super série, moi j'adore. Et il y a une autre série que toi tu aimes beaucoup et la review est bientôt en ligne sur le site, c'est Deathstroke Rebirth tome 2. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots du coup? Oui, donc ce Deathstroke Rebirth est toujours mené par Christopher Priest et dessiné. Par contre, il y a plusieurs dessinateurs. Alors là, j'ai pas le tome sous les yeux. Là. Il est dans mon placard, mais bref. Et alors, tu veux que je te donne les noms? Après, le principal, c'est Carlo Pagulayan. Ouais, ça veut dire. Ouais, exact. Donc ce Deathstroke Rebirth, eh bien, disons qu'il est plus simple à lire que le premier, parce que je rappelle que le premier, en fait, il fallait vraiment quand même avoir quelques connaissances sur le personnage pour bien se l'approprier. Donc c'est pas facile si on connaît pas certains éléments de son passé, sa famille et tout ça. Le deuxième, une fois qu'on connaît un peu tout, ça va beaucoup mieux. Le scénario est toujours excellent, c'est-à-dire que Christopher Priest il connaît bien le truc quoi, et il rend en fait les enjeux très intéressants. Donc là le tome en fait s'appelle Le Credo de Slade et donc il est composé de 3 histoires qui ont toutes plus ou moins un rapport entre elles. Enfin la dernière n'a pas de rapport trop avec les 2 autres, mais par contre elles suivent vraiment le fil rouge du Credo de Slade, c'est-à-dire quelles sont ses motivations, quels sont ses principes en fait. Alors ne vous attendez pas à ce que ce soit un ange, hein. Voilà, ça a beau être c'est un anti-héros et des fois on a tendance à dire que les anti-héros malgré tout ils ont une morale, ils font des trucs bien. Lui pas forcément en fait, hein. Et le credo n'est pas forcément quelque chose de très agréable. Donc ça c'est intéressant. Et puis le dessin aussi est pas mal. Alors j'ai préféré la troisième. Alors moi la troisième histoire c'est celle que j'ai adorée. Déjà niveau graphique, le dessin est superbe, et niveau, il fait intervenir le Creeper, qui je trouve intervient très rarement dans les histoires de
de Batman et de DC, du moins à ma connaissance. Hein. Bah, de moins en moins, c'est vrai qu'on le voit. Ah on le voit ouais, pas dans les beaucoup, anciennes histoires, oui. J'ai lu plusieurs anciennes histoires où il intervient, mais là, il intervient et il est plutôt, sous un aspect très sérieux et réaliste. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc voilà. Par contre, la deuxième histoire, en fait, Christopher Priest recommence avec son avec son système de narration un peu spécifique, c'est-à-dire avec des tas de flashbacks, des histoires qui entrecoupent une autre. Ce qui surprenait dans le premier tome et que je trouvais ça assez innovant en fait, et puis vraiment original. Mais là, j'ai trouvé que ça marchait pas en fait avec ce tome-là. Alors après, c'est mon avis, hein, ça peut plaire à certains, mais en fait, dans une seule petite histoire, il a voulu insérer 4 histoires qui s'entremêlent, et en fait, ça fait trop quoi. Parce que on n'arrive pas à toucher. Trop condensé quoi. Ouais, c'est trop condensé. Du coup, ça fait des trop petits bouts. Ça fait comme si c'était haché. Alors, ça faisait un peu dans le premier tome, mais comme c'était une découverte et tout, ça rendait bien. Et puis, je trouvais que c'était assez justifié. Là, je trouve que non, c'est pas très justifié. Je trouve que ça gâche le plaisir de lecture de la deuxième histoire. Il y a juste la deuxième histoire qui est comme ça. La première fait intervenir Superman, donc les fans de Superman comme moi auront grand plaisir à le lire. Avec une petite surprise finale en plus, le dénouement est pas mal. Donc voilà, c'est vraiment un plaisir, toujours avec cette touche d'originalité qu'apporte Christopher Priest et une profondeur dans le scénario. Donc voilà, je ne peux que le recommander, même si voilà, j'ai mis quelques réserves sur certaines méthodes de narration de Christopher Priest. D'accord. Et du coup, tu le places par rapport au premier aussi bien, mieux, moins bien. Je sais pas. J'ai préféré en fait, paradoxalement. T'as préféré je l'ai moins le premier. bien noté. J'ai moins bien noté, je crois, que le premier. Mais parce que le premier, voilà, j'étais trop enthousiaste. Voilà. Et ouais, malgré tout, en fait, comme il est plus simple à lire et qu'on rentre plus, enfin, je sais pas. Je me suis plus approprié le personnage, je pense. Donc, j'ai encore plus aimé malgré tout ce tome 2. D'accord. Et puis en plus avec des récits plutôt variés, tandis que le tome 1 on suivait un seul et même récit, tandis que là c'est un peu plus varié, donc voilà, avec la première histoire avec Superman, la deuxième histoire qui se concentre sur Slade et sa famille, et la troisième histoire avec vraiment une histoire très très réaliste, qui prend en compte le contexte actuel, les tueries d'Orlando, les tueries de Chicago, etc. Donc j'ai bien aimé aussi. Donc ça apporte une variété et puis le credo de Slade quoi, enfin ce fil rouge est très intéressant. Il apporte beaucoup sur le personnage en fait, on en apprend bien plus sur le personnage. Ok, bon voilà. c'est toujours au top, j'ai envie de dire. Ouais. Ok. Super. Et du coup, on va finir ce petit tour d'horizon de nos lectures du mois d'août avec super récit complet. Moi, j'étais très pressé de découvrir ce récit-là, Batman Europa, dans le récit complet numéro 8 d'Urban. Donc, bon, il y a du Jim Lee, même s'il fait qu'un numéro. Et puis il y a surtout c'est Brian Azzarello, je crois, je dis pas de bêtises, hein. Ouais. Qui fait tout, lui il écrit tout, hein, me semble. Il fait avec Matteo Casali, pas oublier Matteo Casali aussi. Ouais. Mais je veux dire, ils sont sur tous les numéros, non, ouais. Il me semble. Ouais, ils sont sur tous les numéros. Donc ouais, ça j'avais trop hâte de découvrir ça. Moi j'ai bien aimé. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont été un peu déçus. Ouais, enfin beaucoup, je sais pas si c'est une grande majorité, mais il y en a certains qui étaient un petit peu déçus de la qualité du récit. Moi j'ai adoré découvrir ça. Ça faisait tellement longtemps que je voulais le découvrir parce que bon, du coup, ça vient ici en Europe, de voir Batman sortir de Gotham et faire le tour de l'Europe, donc avec des villes comme Rome, Berlin, Paris et Prague. Du coup, moi je trouvais ça vachement intéressant, la relation qu'ils entretiennent avec lui et le Joker, parce que du coup, pour rappeler un petit peu le synopsis, c'est que Batman et le Joker sont empoisonnés par le même poison et sont obligés de faire équipe pour s'en sortir, hein, grosso modo. Donc ils sont obligés de mener une enquête qui va les mener en Europe. Alors on va pas dévoiler
la fin de l'histoire avec qui est derrière cet empoisonnement, mais justement, t'en penses quoi de ce récit, toi? Et par rapport au personnage qui est derrière tout ça, sans dévoiler son nom, ça t'as aimé ou t'as pas du tout accroché au... Alors moi j'ai accroché à tout le récit, j'ai trouvé ça extraordinaire. Ouais. Surtout niveau graphisme, hein, mais bon ça c'est autre chose. Ouais. Par contre effectivement, j'ai été déçue par le personnage final. En fait. Je m'y attendais à ce que tu me dises ça justement, parce que c'est vrai que moi aussi à la fin je dis ok, tu vois, pourquoi pas, mais voilà, c'est ça, pourquoi pas, mais je pensais à autre chose. Ouais, bah moi en fait je pensais à un nouvel ennemi en fait. Parce que je me disais, on va faire connaissance avec un grand méchant là, et puis en fait, bon, c'est un grand méchant, hein. C'est un grand méchant, mais on le connaît déjà. Voilà, on le connaît déjà, et du coup, j'étais déçue. Je m'attendais à à quelque chose d'autre. Je sais pas à quoi je m'attendais. Ouais. Mais pas à lui, en fait. Lui ou elle, hein, je sais pas. Oui, pardon. Ou elle. Merde, désolé. Non, mais c'est vrai que moi aussi je m'attendais à un personnage connu, mais je m'attendais pas à ce personnage-là. Ouais. Donc voilà, mais après ça gâche pas le plaisir, hein, de tout le récit. Non, et puis c'est un récit, un one shot en 4 numéros. Et c'est super agréable à découvrir. Le premier numéro est dessiné par Jim Lee, donc c'est juste magnifique. Oh, il est juste super. Oh là là, le premier numéro. Surtout, en fait, je pense que la colorisation, il joue beaucoup. Ouais, c'est vrai, ouais. Parce que c'est pas un dessin, dessin habituel de Jim Lee, mais l'atmosphère est différente de ce qu'on voit chez Jim Lee. Et je pense que la colorisation, il joue pour beaucoup, et donc, la couleur est de Alex Sinclair, et je trouve que ça va trop bien avec le trait de Jimmy, ça change de ce qu'on peut voir habituellement. Ouais. C'est super, quoi. Et même la suite, hein, les autres dessins, mais il y en a qui peuvent ne pas aimer. D'ailleurs, j'ai vu un moment circuler sur Facebook pour notamment lorsque Batman et Joker sont à Paris. Moi, j'ai adoré. C'est un dessin de Diego Latorre. Enfin, je suis pas du tout décidée. Et c'est un dessin vraiment très spécial. Alors, on aime ou on n'aime pas. Et j'ai vu se passer sur Facebook qu'il fallait des lunettes 3D pour le regarder. J'ai trouvé ça drôle. Ouais, parce que c'est vrai que si tu regardes comme ça, c'est un petit peu flou dans le dessin. Alors ça peut donner un style effectivement, mais il y a un dégradé de rouge et bleu là qui donne un effet quand tu mets des lunettes 3D. Voilà. Ah, c'est vrai que ça marche vraiment. Oui, c'est vrai. Ah ouais. J'ai pas essayé, mais j'ai eu confirmation. On m'a dit oui, c'est. Ah ouais. J'ai pas pu essayer, j'ai pas de 3D chez moi. Bah ouais, un peu. Mais en tout cas, comme ça rend bien. Après, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'adore ce style de dessin qui fait penser un peu à Dave McKean, par exemple. Ouais. Moi, j'adore, quoi. Et même pas que le sien, tous les dessins font penser, en fait. Alors, attention, n'allez pas mettre des lunettes 3D sur Dave McKean, hein, ça marche pas. Hein. Ah non, ça marche pas, là. Mais je trouve que ça reflète bien comme c'est sur la folie, parce que c'est un poison qui rend fou. Ouais. Bah, du coup, on a l'impression que plus on rentre, plus Batman et le Joker deviennent fous, plus le dessin est fou, quoi. Enfin, ouais. Donc c'est super. C'est carrément cohérent. Donc non, ça, comme je te dis, tu peux le lire sans mettre les lunettes. Ça, c'est pas obligatoire, mais ça, du coup, ça apporte un petit truc en plus. Ah bah faudrait que j'essaye. Ouais. Ouais, carrément. Et puis il y a une touche d'humour aussi parce que il y a une scène qui m'a fait vraiment très rire. Voilà, déjà rien que l'alliance entre Batman et Joker, c'est mort de rire, quoi. Enfin, c'est très ironique. Et puis quand le Joker apprend, quand ils en concluent tous les deux, là je suis tombée sur la page là. Batman qui dit mince, les pièces impulses qu'on ne peut résoudre qu'ensemble. Bon sang, bon sang, bon sang. Et là. Le Joker qui fait attends, nous ensemble, ne me dis pas que t'as besoin de moi. Et là c'est trop drôle, quoi. Enfin, parce que tu te dis, c'est vrai que c'est une situation complètement burlesque, quoi. Donc ça rajoute des situations assez comiques, quoi. Donc voilà. Non, c'est clair. Mais moi c'est une belle réussite. La review arrive bientôt. C'est Alexandra qui va s'en charger. Qu'elle arrive normalement cette semaine sur le site mais ouais, carrément, je pense qu'on aura tous le même avis, c'est que c'est un récit à découvrir
clairement, en plus, bon, bah, sous le format récit complet d'Urban, c'est juste génial à découvrir, quoi. Ouais. Du coup, on a fini avec nos lectures du mois d'août. Sur les lectures du mois de septembre, est-ce qu'il y a des trucs qui vous hype de fou? La folie, tout ça, tu vois. Quelle belle transition. Bah, je vais commencer par, je sais pas, Mathieu, si tu as un truc qui te... Je t'avoue que là, je recherche un petit peu le planning pour être certain de ne rien zapper. Bah, il y a Batman à la vie à la mort qui est déjà sorti la semaine dernière. Il y a le Batman Rebirth tome 5, mais si t'as pas lu les premiers tomes, c'est... Ouais, non, je suis pas encore au goût du jour pour le Rebirth, ça, pour l'instant. Il y a du Harley Quinn, il y a du Nightwing, il y a du Super Sons, il y a du Batman et Robin Aventure volume 2, il y a du 52, Batman et Robin intégral. Ah, je t'avoue que pour l'instant, moi, je suis plutôt dans tout ce qui, enfin, les intégrales, les Batman et Robin, je les ai déjà tous, donc à ce niveau-là, moi, je m'en occupe pas. Ouais. Mais moi, pour l'instant, je suis en train de rattraper mon retard sur No Man's Land. Je viens de m'acheter le tome 4, donc j'ai encore de quoi faire. T'as encore de quoi faire, ouais, carrément. Ouais. Ah ouais, putain, No Man's Land, c'est un beau morceau aussi. Oh, ouais, quand même. On va s'égarer, là, je crois. Aliénor, qu'est-ce qui te hype, toi, dans les sorties du il y en a mois plein. Enfin, du mois en cours, du coup, parce que... Ouais, il y en a plein. Non, il faut en choisir qu'un. Faut en choisir qu'un. Ouais. Alors, ouais, je te laisse à la vie à la mort, même si je crois que c'est celui que j'attends le plus. Vas-y, dis celui-là. Non? Ouais. Bon, ouais, Batman à la vie à la mort, parce que bon, bah voilà, Batman et Catwoman, c'est trop beau, quoi. Ouais, tu l'as pas encore lu? Parce que comme il est sorti la semaine dernière, tu aurais pu l'avoir lu. Ouais, pas encore lu. J'ai la version collector du Batman Day. Ouais. Et j'ai pas encore lu, mais c'est celui que j'avoue que j'attends depuis un moment. Donc voilà. C'est très court, très court, mais. Ouais, j'ai vu ça. Ouais, c'est très court, mais bon. Mais c'est très court, mais c'est très bon. Voilà. Je rien de plus sur cette phrase. Du coup, moi sur les sorties. En même temps, c'est Batman et Catwoman, hein. Ouais, Batman et Catwoman, exactement. Moi, du coup, je vais rester dans cette lignée-là puisque c'est je l'ai déjà lu, j'ai fait la review, c'est ce que j'attendais le plus, c'était le Batman Rebirth tome 5. Et clairement, bon, je vais pas en dire plus parce qu'on en parlera lors du prochain podcast. Et je vous invite, à la limite, si vous voulez voir mon avis complet, d'aller sur le site et il y a ma review qui est en ligne. Mais en gros, avec ce tome 5, Tom King, il fait quelque chose d'assez surprenant. C'est-à-dire que c'est un Batman très léger. On est loin de tout le côté sombre et perverti qu'on peut découvrir régulièrement dans les histoires de Batman. Et c'est très léger, mais c'est juste un truc qu'on peut lire avec bonne humeur et c'est très très agréable à découvrir. On voit parce qu'en même temps, il arrive à aussi travailler, nous présenter un petit peu les personnalités de Batman et ce qu'il est à l'intérieur de lui, tout en étant très léger dans le ton du récit. Donc et puis on a des scènes juste incroyable à découvrir avec justement ça se passe avant le mariage, donc il prépare un petit peu le mariage. Alors il y a la rencontre avec l'ex-femme, donc c'est la rencontre entre Catwoman et Talia, et puis il y a la rencontre avec l'annonce avec son meilleur ami qui là est considéré comme tel, c'est Clark Kent. Et on a des scènes juste super à découvrir, c'est très fun, très drôle par moment. Moi j'ai beaucoup aimé en tout cas. Donc voilà, je dirais pas plus parce que sinon je vais tout dire. Mais en plus, il y a du Superman, alors là, c'est génial, quoi. Ah bon, moi je m'en fous de Superman. Mais non, vraiment c'est très bien fait et je m'attendais, je sais pas pourquoi, je me suis dit ce tome-là, je suis pas sûr qu'il soit parce que justement, tu vois, je m'attendais à un truc un peu de transition entre la phase avec le mariage et ce qu'on avait eu avant. Ouais. Alors, je me suis dit, ça va être un truc de transition, ça va être un peu mou, un peu machin. Au final, alors certains vont peut-être dire que c'est un peu mou, mais moi j'ai trouvé ça super agréable à lire et à découvrir parce que ça change de ce qu'on a l'habitude de voir tout simplement et c'est très bien fait. Voilà. Je vous propose d'enchaîner directement avec notre débat du jour. Le fameux
débat sur les relations amoureuses de Bruce Wayne, alias Batman. Qui veut entamer Est-ce que quelqu'un veut entamer ou est-ce que je lance le truc? T'as l'honneur. Hein. Non, ben moi je vais relancer vers vous, hein, vous inquiétez pas. Je vais commencer du coup, on va entamer ça gentiment parce qu'il y a c'est un gros morceau quand même, il y a pas mal de choses. En 80 ans, il en a vu passer le monsieur. Et non mais c'est vrai, il faut le dire. On a vu sur la chaise à papy. Hein. C'est ça. Merci Mathieu. De rien. Je sens que ça va être du niveau aujourd'hui. Du coup, bon allez, je vais commencer par une question pour introduire le sujet. On va commencer avec honneur aux dames. Aliénor, est-ce que tu peux nous dire pour toi quelle est la relation amoureuse la plus marquante de Bruce Wayne et Batman? Ah bah, pour moi, c'est Catwoman, hein, ça c'est clair. Ouais, j'étais sûr que t'allais répondre ça. Mais du coup, ça veut dire que Mathieu va devoir dire autre chose. Et, ouais, mais je vais trouver, t'inquiète. Oui, il y en a plein à trouver. Oh oui, il y en a quand même pas mal. Alors, c'est vrai que Catwoman, comme tu disais, c'est le grand référentiel, puis en plus, il y a l'actu. Ouais. Et, vas-y, je te laisse la parole. Bah non, mais Catwoman, en fait, sa relation avec Catwoman, elle est tellement étonnante, en fait, parce que voilà, c'est même une relation quasi impossible. Alors là, pour l'instant, Tom King essaye de nous démontrer que c'est possible, mais avec une femme qui est totalement indépendante et puis qui a un esprit rebelle et voleur. Avec un mec qui ne pense qu'à dominer les autres, parce que faut le dire, hein. Lui, l'indépendance n'existe pas avec lui, avec Batman. Il supporte pas qu'on lui désobéisse, il supporte pas qu'on enfreigne la loi aussi. Donc voilà. Donc ça paraît quand même une relation voilà, quasi impossible et contradictoire, et malgré tout, bah ils s'aiment et puis là, mais c'est génial, quoi. Batman qui demande en mariage Selina Kyle et Selina Kyle qui accepte, mais c'est tellement improbable que c'est génial, quoi. Quand j'ai su qu'il y avait ça, voilà, on se demande comment ils vont gérer ça, quoi, parce que je sais pas ce que ça va donner d'ailleurs la suite, quoi, parce que je vois pas Selina Kyle être mariée à Bruce Wayne, quoi, et Bruce Wayne gérer l'indépendance. C'est une grande histoire. Ouais. Donc non, voilà, c'est une histoire vraiment passionnante parce que c'est impossible et en même temps c'est très beau. Ils ont des très très forts sentiments entre eux, un très profond respect. C'est une très belle histoire. En fait, tous les attachent et en même temps c'est une amour impossible. Alors c'est ça qui est compliqué à mettre en place. Et puis c'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, au contraire de Superman qui lui s'est casé avec Lois Lane par exemple, ou on peut prendre plein d'autres personnages qui, par exemple Green Arrow avec Black Canary. Donc le Batman lui n'a jamais eu de femme attitrée. Il a toujours eu des aventures. On va vivre avec un mec pareil. Donc, c'est vrai. Donc, il a jamais eu de femme attitrée, quoi. Ouais, comme tu dis. Et, parce que c'est impossible. ouais, c'est ça, c'est l'amour impossible entre Catwoman et Batman, et même avec toutes les femmes, c'est souvent l'amour impossible. On en reviendra peut-être après dessus. Je vais juste avoir l'avis de Mathieu sur, du coup, sans Catwoman, la femme que tu retiens dans les bras de Bruce Wayne. Écoute, je vais t'en citer 3, dont une où on sait très bien, par exemple, Talia al Ghul, forcément, comme leur relation a engendré Damian, on est obligé de la citer, mais on sait très bien qu'entre les deux, il n'y avait pas de sentiments, que des centimètres. Donc on va éviter. Donc du coup, on va peut-être pas revenir trop sur leur relation qui, au final, n'a de raison d'être discutée juste parce qu'il y a Damian. Mais moi, je vais plutôt partir sur une relation qui s'est passée dans un animé, en fait. Ouais. Et un animé qui, je l'ai appris il y a peu de temps, va bientôt ressortir en Blu-ray. Et donc, je suis content parce que la VHS de quand j'étais petit, c'était pas possible. Donc, c'était Batman contre le fantôme masqué.
Ouais. Ah oui. Et donc c'était Andrea Beaumont. La Je sais pas fameuse. si vous vous souvenez un petit peu. Tout à fait. Ouais. Et c'est quand même une relation intéressante parce que bon, allez, quand ils se sont rencontrés, il n'y avait pas encore réellement Batman. C'était, enfin, donc dans l'anime, hein, on parle bien. Ouais. Et c'était Bruce qui essayait un petit peu de rendre justice à lui-même sans avoir encore trouvé le symbole à la chauve-souris. Et au final, il faisait ça plus pour une promesse qu'il avait faite à ses parents et qu'il n'arrivait pas forcément à tenir. Et il avait un petit peu peur de tomber amoureux d'elle parce que être amoureux d'elle, ça voulait dire abandonner sa quête en tant que justicier, puisque tout simplement il n'aurait pas le temps et ni la motivation ni l'envie. Et finalement c'est un petit peu elle qui va lui donner sa rédemption et qui va un petit peu effacer son envie de justice, puisqu'il est heureux et il se sent bien avec elle. Et jusqu'au moment où en fait elle va partir pour des raisons familiales, j'en dis pas trop pour pas spoiler l'anime. Mais ouais, bon, après c'est oui, on peut. Ouais. Bon. On garde le Mais et au final, elle est partie. Lui, un peu dans l'incompréhension suite à une petite lettre qu'il a reçue. Finalement, il va un petit peu oublier cette histoire et devenir Batman. Jusqu'à son retour des années plus tard et l'arrivée du fantôme masqué à Gotham. Et là, ça va vraiment devenir une relation pas d'amour-haine, mais très conflictuelle. Et j'ai apprécié énormément cet anime quand j'étais petit, encore maintenant, et c'est vraiment une histoire marquante pour moi parce que c'est la première relation amoureuse que je lui ai connue. D'accord. Ah oui, forcément. C'est vrai. Mais c'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça, mais ouais, moi aussi, c'est la première relation amoureuse de Bruce Wayne que j'ai découvert. Je l'avais pas noté, tu vois, dans ma tête. Mais ouais, pour revenir sur Andrea Beaumont, du coup, on l'aperçoit que dans le film animé, et elle a été créée dans ce film animé. On la découvre nulle part ailleurs, comme par exemple, on parlait de Catwoman tout à l'heure. La relation s'est mise en place dans les comics, dans les films avec Tim Burton, avec Nolan. On le redécouvre une nouvelle fois. Dans la série animée, c'est pareil. Enfin, Catwoman et Batman ont toujours eu une relation un petit peu particulière dans tous les supports, mais Andrea Beaumont a été vu que dans ce film-là, quoi. C'est vrai que du coup, c'est assez particulier par rapport à toutes les autres qui ont été reprises plusieurs fois ou qu'on a pu découvrir sur différents supports. Par contre, tu parlais tout à l'heure de Talia, tu disais que il y avait eu que Damien entre eux, mais il y a quand même eu quelque chose qui se passe, que ça soit un petit peu dans les comics, et moi je pense aussi à la série animée justement dont tu évoquais tout à l'heure. Il y a quand même un petit attachement entre Talia et Bruce Wayne, même si Bruce Wayne lui n'envisage à aucun moment de partir avec Talia parce que c'est quand même la fille d'un terroriste international. Mais il y a quand même des sentiments qui se créent entre les deux personnages, non? Oui, il y en a, mais je pense qu'en fait l'histoire dans son ensemble est tellement malsaine que au final t'as juste pas envie de mettre celle-là en avant par rapport à d'autres, quoi. C'est sûr. Ouais, c'est sûr. Ah, c'est qu'elle l'appelle quand même mon bien-aimé. Elle l'aime? Oui. Ouais, elle, oui. Ouais, elle aime lui un peu moins. Après, est-ce qu'elle l'aime pour ce qu'il est ou est-ce qu'elle l'aime pour ce qu'il représente, quoi? Voilà, à sa façon, elle l'aime à sa façon, c'est sûr. Oui, c'est ça. C'est pas vraiment pour ce qu'il est, puisqu'au final, elle essaye à chaque fois de le convaincre de faire autrement que la vie qu'il mène. Donc, c'est pas le justicier qu'elle aime, elle aimerait le façonner à sa manière, au final. Ouais, elle aime, elle l'aime un petit peu comme Ra's al Ghul l'apprécie à sa façon aussi, c'est-à-dire que pour la reprise de l'Empire, de Ra's al Ghul, etc., quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est intéressant cette relation justement. Enfin oui, c'est super intéressant, comme on disait. C'est quand même et puis c'est quand même la seule femme qui a donné un enfant à Bruce Wayne aujourd'hui. Oui. C'est pareil. Et qui sait, d'ici quelques années, peut-être qu'on aura un enfant de Bruce Wayne qui miaulera et qui se déguisera. C'est possible. Ça nous pend au nez. Bientôt un petit Catman. Dans ce cas-là, le pauvre petit, il aura Damien comme grand frère. Je lui souhaite bonne chance. Ça peut être une petite sœur, les gars.
Oui, Ouais. oui, c'est vrai. Mais bref, que ce soit une ça fille ou un serait gars, quelque chose de nouveau. je pense que Damien, il sera un peu jaloux, quoi. Ah, justement, Donc, ça pourrait être intéressant à découvrir, tu vois. ouais, Ouais, c'est vrai. ça peut être. On lance une petite pièce à DC pour qu'il fasse quelque chose avec ça. On lance une idée, nous, après, on verra bien. Ça. Il y a d'autres, est-ce qu'il y a d'autres, bon, oui, il y en a beaucoup d'autres. Moi, j'aimerais qu'on parle, il y en a une, la toute première qui est apparue, dans les comics, donc, du coup, à l'époque. La première relation amoureuse de Batman. Est-ce que vous voyez de qui je veux parler? C'est Vicky Vale, non? Non, Non. Il y a eu quelqu'un avant. il y a eu quelqu'un avant. C'était Julie Madison. Yeah, absolutely. Yeah, Je triche, Internet m'aide beaucoup. Ah, tricheur. Ouais, c'est ça, Julie Madison qu'on a redécouvert il y a pas très longtemps avec Scott Snyder, puisqu'elle fait une apparition au moment où Bruce Wayne est un petit peu amnésique, il retrouve Julie Madison. Je dis pas de bêtises. Hein. Ça me dit rien. Mais en tout cas, le nom me dit quelque chose. Donc effectivement, elle est apparue. Mais enfin, elle est réapparue. Si. Dans la relève, en fait, il revient et puis il se remet avec une femme qu'il avait connue avant, etc. Qui du coup découvre aussi son identité secrète quand il redevient Batman. Et c'est Julie Madison qu'il a réutilisé ce personnage-là qu'on avait déjà vu. Sa toute première apparition, elle date dans les premières années de Batman. C'est en 39 dans Detective Comics 31. Donc c'est vraiment la toute première apparition d'une love interest, comme on dit, de Bruce Wayne. Ok. Oui, je confirme parce que tu m'as mis le doute, j'étais sûr de moi. Je viens de regarder sur Batman la relève, de Scott Snyder, il y a bien Julie Madison. C'est bien son nom, c'est bien Julie Madison. Mais voilà, donc c'est vrai que elle est c'est quand même l'une des pionnières des love interest de Batman. On peut se demander pourquoi DC n'a pas donné suite à ces aventures-là. Parce qu'au final, toutes ces aventures-là, elles sont très courtes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bah peut-être que les lecteurs n'avaient pas adhéré, je sais pas. Ouais. Je sais pas. Au final, est-ce que donner une femme pour une trop longue période à Batman, est-ce que c'est pas se donner un handicap par après pour la rédaction tout simplement? Peut-être. Après, ouais, peut-être. Hein. Mais bon, ils l'ont fait pour Superman parce qu'au départ, lui non plus, il était pas marié ni rien, et puis ils l'ont changé entre guillemets dans ce côté-là et ils ont réussi à l'adapter, tu vois. Honnêtement, la différence c'est que Superman, il suffit de mettre des lunettes et de les enlever pour que personne ne le reconnaisse. Ça aide. Ça aide. Ça, hein. Ça aide. Mais après, c'est pour... Vas-y, Lénore. Je sais pas, moi je suis convaincue que c'est impossible de donner une relation longue à Bruce Wayne, en fait. Alors après, son caractère n'était pas forcément tel qu'il est maintenant à l'époque. Le gros grognon, tout ça. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que c'est quand même pas facile de donner une vie amoureuse longue à un mec qui vit la nuit et qui dort le jour, quoi. T'imagines? Enfin, sa femme, elle s'emmerde après, quoi. Enfin, à moins d'être Catwoman, justement. Mais sinon, et après, il y a eu des tentatives, enfin, des choses qui allaient dans ce sens, parce que souvent, justement, et Julie Madison en faisait partie, lorsque ces femmes-là apprennent parce qu'il y a eu au final, beaucoup de femmes connaissent la double identité de Bruce Wayne, les gars. oui. C'est vrai. Mais, non, mais sans déconner, c'est dangereux, hein. Ouais, c'est ça, je préparais le truc, puis je lui dis, en fait, il suffit d'être sa petite copine pour connaître son identité, quoi. Et en général, lorsqu'elles l'apprennent, sa double identité, soit elles partent directement. Ouais. Soit elles restent un petit peu, et en fin de compte, elles partent parce que, elles n'en peuvent plus de s'inquiéter toutes les nuits, de savoir s'il va revenir en vie ou pas, etc. Donc il y a beaucoup cette idée-là qui revient souvent avec. Alors il y a une troisième option aussi, c'est qu'elle meurt. C'est ça, c'est là où je voulais en venir. Il y a une troisième option qui est je meurs. Au moins le secret part avec elle.
c'est pratique. Mais ouais, c'est vrai que c'est les trois choses qui arrivent souvent. Et puis il y a quand même eu une tentative de faire cohabiter la vie de Batman, donc la vie nocturne de Batman, avec l'une de ses compagnes. C'est Natalia Knight, qui bon, c'était dans les comics des années 80. En fait, Natalia Knight, c'est une passionnée des étoiles, d'astronomie, etc. Elle travaille donc au centre d'astronomie, tu sais, de Gotham, etc. Et en fait, elle va avoir donc il y a une aventure, je sais plus avec qui, je crois que c'est le Joker ou le Pingouin. Il y a une aventure et en fait, elle va être empoisonnée ou elle va être touchée par un élément chimique, il me semble. Et elle va avoir une peau blanche et une forte sensibilité à la lumière. Du coup, elle va vivre que la nuit. Ah, c'est pas mal ça. Voilà. Et donc, par contre, le seul petit souci, c'est que en fait, elle va hériter de son père, il me semble, d'une organisation criminelle. Voilà. Donc après, elle va se faire appeler Nocturna. Je sais pas si du coup ce nom-là vous parle plus que Natalia Knight. Non. Et voilà. Donc ça, c'est la tentative de DC pour apporter une amoureuse, on va dire, Bruce Wayne, qui vive la nuit. Donc bon, forcément, elle connaît sa double identité et elle va mourir. Donc troisième option, comme disait Aliénor. C'est la troisième option pour elle, c'est la mort, poignardée. Voilà. Donc il y a eu des tentatives, mais ça reste jamais quoi. Même si la femme est prête à vivre la nuit, ça marche pas quoi. Au final, il y a toujours quelque chose. Ils ont beau tout faire. Oui, ils ont beau tout faire. Mais en fait, ils finissent toujours par soit la tuer, soit à ce qu'elle parte. Et les relations ne perdurent pas. Ouais. Il y en a une autre aussi là dans Batman meurtrier et fugitif. Alors c'est Vesper Fairchild. Ouais, elle c'est troisième option aussi. Voilà, c'est la troisième option, mais avec soupçon de, je veux dire, donc là Batman n'est plus avec elle, mais il s'avère qu'elle s'apprêtait, alors ça fait quelques mois que je l'ai vue, donc je me souviens plus des détails exactement, mais si je me souviens bien, elle s'apprêtait à découvrir l'identité de Batman. Et puis à ce moment-là, si il me semble qu'il y a un truc comme ça. J'espère que je ne confonds pas, mais et à ce moment-là, elle se fait tuer. Et donc il y en a même, alors je sais plus si c'est de la famille ou je sais plus ou des flics qui pensent que Batman ou Bruce Wayne, bref, je sais, c'est assez flou. J'aurais dû me replonger dedans un peu avant, mais je crois qu'il y a certains membres de la famille qui se disent putain, elle s'apprêtait à découvrir l'identité de Bruce Wayne quoi. Et à ce moment-là, elle est tuée chez Bruce Wayne. Donc il y a un truc il y a un soupçon fort là quoi. Il y a un fort soupçon souci pour lui quoi. Sachant que c'est pas lui qui l'a tué quand même. Non. Mais en fait dans Batman meurtrier et fugitif, ils arrivent à te mettre le doute hein. Bon alors après on sait très bien on sait très bien que Batman ne tuerait jamais, donc encore moins une femme et une de ses ex, mais ils arrivent on ne sait pas qui l'a tué et tout le monde soupçonne, même sa famille. Il se demande si c'est pas Bruce Wayne quoi qui l'a tué. Vraiment, tout le monde doute vraiment quoi. Ouais. Mais après, bien... du coup, tu parlais justement que tu parles de Batman meurtrier fugitif. Dedans, il y a aussi l'une de ces, je sais pas comment on peut dire, l'une de ces. Ah oui, garde du corps, Sacha Bordeaux. Ouais. Sacha Bordeaux, sa garde du corps avec qui il va aussi avoir une aventure. Ouais, une relation amoureuse qui est très bref et qui devient une relation très intéressante dans Meurtrier fugitif notamment, avec une relation de confiance. Alors c'est plus de l'amour, plus trop, du moins de la part de Batman. Par contre, Sacha Bordeaux, je crois qu'elle l'aime un peu quand même. Ouais, il y a quand même quelque chose, même si. Ouais. Mais c'est une relation très touchante et très 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 bien faite en fait. Oui, parce qu'au final, elle pourrait dévoiler, parce elle connaît l'identité de secrète de oui. Bruce Wayne, et ça pourrait la sauver. Ça pourrait la sauver de la prison quoi. Et elle préfère garder le secret donc.
C'est ça qui est très beau, quoi. Elle en peut plus, elle est en prison, elle se fait torturer à la moitié par ses co-détenus. Et il y aurait qu'une chose à dire, c'est Batman, Bruce Wayne et Batman, et tout est résolu, elle peut sortir de prison et tout ça. Mais elle le fait pas parce qu'il y a une confiance et parce que elle aime Bruce Wayne, quoi. Donc c'est vraiment beau, quoi. Ouais. Alors juste pour la petite anecdote, dans une autre série plus tard, ça sera la 3e option pour elle. Voilà. Oui, ouais. Ouais, mais bon, même si c'est un peu particulier, je crois, en plus, parce qu'elle est bon, bref. Au final, ça devient un cyborg, mais bon, bref. L'univers des comics, c'est assez particulier par moment. Après ça dégénère. Ça dégénère totalement, quoi. Tout à l'heure, on parlait de Grant Morrison. Il y a aussi une love interest dans ce run-là. Tu parlais tout à l'heure du gant noir, du dossier noir et tout ça. Ouais. Mathieu. Il y a oui, je sais pas si tu te rappelles de Jezebel. Je m'en rappelle. Jezebel Jet. Oui, c'est ça, Jezebel Jet. Bah oui, c'est une histoire assez particulière, mais je t'avoue qu'il y a très longtemps que je l'ai lu, donc si jamais tu connais le sujet mieux que moi, je t'en prie parce que. Écoute, rapidement, c'est donc une femme d'origine africaine qui est très riche, qui a perdu ses parents, comme Bruce Wayne. Qui va s'attacher à Bruce Wayne. Alors les deux compères vont tomber amoureux. Mais elle aussi, comme Bruce Wayne, elle cache un lourd secret, puisqu'elle appartient au Gant Noir. Donc en fait, il se trouve que elle va trahir Bruce Wayne pour le Gant Noir, même si il semblerait qu'elle ait quand même des sentiments pour lui, mais elle va quand même le trahir pour le Gant Noir, et en plus ça va même pas l'aider parce que elle va finir 3e option, hein. Elle va finir tuée des mains de Talia al Ghul. C'est donc ça. Voilà, c'est la petite relation amoureuse dans le run de Morrison pour Bruce Wayne. Donc ça finit jamais très bien en fait, les relations entre Batman et Bruce Wayne et c'est c'est ça. Il y en a une qui s'en est peut-être mieux sortie que les autres parce qu'on n'a pas dû la tuer, elle n'a pas eu trop de difficultés à s'en remettre au final. Je sais pas si ça vous parle si je vous dis Sandra Asplin. Ouais. Voilà. Ça me dit rien. Ou alors Chandra Kinsolving. Chandra Kinsolving, plus connu sous ce nom-là. Le docteur qui a des dons de guérisseur. C'est ça, donc dans la saga Knightfall en fait. Ouais. Donc pour mettre un peu en situation, donc Bruce Wayne, Batman s'est fait bien rétamer par Bane. Et donc il se retrouve handicapé et il s'avère qu'en fait le docteur Chandra Kinsolving a des facultés surnaturelles pour soigner les gens et elle va devenir le médecin attitré de Bruce Wayne. Et en remarquant qu'en fait Bruce Wayne se remettait plus facilement de ses blessures que le commun des mortels, elle va se mettre petit à petit à douter de la véracité de ses dires quant à ses blessures. Et lui, petit à petit, un lien de confiance avec elle va se créer et il va avoir envie de se confier à elle. Et limite, il est prêt à abandonner sa double vie il arrête tout et il veut se mettre avec elle en couple, en ménage. Il voit déjà des monts et merveilles avec elle. Et c'est le moment où elle est enlevée par son frère, qui souhaite tout simplement profiter de son pouvoir à des fins plutôt macabres. Et donc son frère, il me semble, c'est Benjamin Aspin, non? C'est ça, ouais. C'est ça. Benjamin Aspin, c'est ça. Et donc au final, la méthode la plus évidente pour DC, ça a été tout simplement de la faire complètement ravagée d'un point de vue intellectuel, son esprit, il a complètement disjoncté, et au final, elle est retombée en enfance, ce qui fait que Bruce Wayne, non seulement a dû faire une sorte de croisade pour la retrouver, mais en plus, au moment où il réussit à la sauver, il se rend compte qu'en fait, elle est complètement retombée en enfance, et que du coup, pour lui et elle, c'est complètement foutu, et elle finit en asile psychiatrique. Et des années après, dans Batman Silence, en fait, donc de Jeff Loeb et Jim Lee, c'est ça. On la retrouve dedans, sauf que elle a plus aucun souvenir de ce qui s'est passé. C'est ça. Et elle fait partie elle est assistante de comment ça s'appelle,
l'ami d'enfance de Bruce Wayne, j'ai plus... Tommy Elliott. Voilà, Tommy Elliott, elle est assistante de ce médecin-là, lorsqu'ils opèrent Bruce Wayne dans Silence. Voilà. Bon, c'est juste, moi j'ai envie de dire, c'est plus un petit clin d'œil qu'autre chose dans ce récit-là. Oui, c'est ça. C'est pour dire, vous inquiétez pas, elle va bien. Et, c'est ça. Voilà. Elle vit sa vie. Ça, et elle s'en porte pas plus mal. C'est ça. C'est une leçon à retenir. Hein. Rester éloigné de Bruce Wayne et de Batman, c'est être heureux ou en tout cas être moins malheureux. C'est vrai que quand tu fais l'analyse de tout ce qui se passe avec ses proches, vaut mieux pas être ses proches, quoi. Hein. C'est ça. C'est un peu ce que lui-même pense et c'est pour ça qu'il évite d'avoir des proches et des sentiments pour ses proches, en fait. Ouais, mais tu peux pas l'éviter vraiment, tu vois, on le voit. Non. Là, on en parle à chaque fois, il tombe toujours amoureux. Il leur dévoile son identité et puis elle meurt. Alors, oui. Il y a aussi dans le Chevalier Noir aussi que il a une de ses copines qui meurt. Ouais. Il tombe amoureux d'une pianiste, je crois. Ouais. Voilà, c'est un nom russe là. Attends. Ouais, exact. Ouais. Natalia Trusevich. Ouais. Trusevich, c'est une Ukrainienne. Et donc voilà, belle petite relation et tout, et puis pouf, elle meurt quoi. Donc et lui il pète un câble. Et il a failli tuer. Elle meurt violemment quand même. Hein. Ah oui, elle meurt très violemment. Elle est jetée d'un hélicoptère sur le bas de signal quand même. Juste ça. Quoi. Ouais. Par le chapelier fou. C'est clair, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et non, c'est horrible quoi. Et puis lui, il arrive trop tard pour la sauver, et donc il s'en veut et il est prêt à tuer le chapelier fou tellement. Moi j'aurais fait pareil quoi. Et si Alfred n'était pas intervenu, Batman aurait tué le chapelier fou par colère quoi. Donc, ouais, mais en même temps, qui n'aurait pas craqué. Oui. C'est clair. Et puis c'est aussi ça, c'est ce qu'on aime aussi dans le côté dans l'univers de Batman, c'est qu'il y a aussi un côté réaliste où ça reste un homme avec ses faiblesses et donc forcément forcément déjà l'amour en fait partie. Je veux dire pas forcément de faiblesse, mais ça veut dire que ça fait partie d'un homme et ça fait partie de ses faiblesses aussi à lui parce que Batman il tombe toujours amoureux, merde. Il tombe toujours amoureux et il ne peut pas. Oui. On peut pas dire non. Ou alors mais le problème c'est qu'il faudrait qu'il puisse lâcher sa vie nocturne, mais il y arrive pas quoi. Il peut pas non plus. En fait, il peut pas ne pas tomber amoureux et il peut pas ne pas être Batman. Il faut faire un choix. Mais c'est vrai que c'est alors tout à l'heure je rebondir sur un truc que tu disais au tout début, tu parlais de Vicky Vale. On n'en a pas forcément parlé du coup, mais c'est vrai que c'est l'une des premiers amours de Batman, de Bruce Wayne. Ouais, assez tôt, je crois dans 1943 ou plus. 48. Ouais. 48, ouais. Donc c'est vrai que c'est l'une des premières. Alors c'est une journaliste obnubilée par la découverte de l'identité de Batman, hein, faut rappeler aussi. Donc c'est ce qui va la rapprocher parce qu'elle a des forts soupçons sur Bruce Wayne. Ils vont forcément beaucoup se parler, beaucoup se voir, beaucoup se rencontrer, et les deux vont tomber amoureux. Elle va découvrir son secret, mais elle va jamais le dévoiler elle non plus. Ouais. Par contre, elle meurt pas. Non, elle meurt pas. Non, et puis elle est assez intelligente. Enfin, je dis pas que les autres sont pas intelligentes. Mais c'est un peu ce que t'as dit là quand même. Ouais, t'as dit la blondasse là-bas. Elle est assez intelligente. Alors même si elle est connue grâce à Tim Burton aussi quoi, parce que c'est l'amour de Batman dans le Batman de Tim Burton de 89. Ouais. Et là-dedans, alors on ressent assez bien à la fois son intelligence en tant que journaliste quand elle est journaliste. Par contre, j'avoue l'interprétation de Kim Basinger quand Vicky Vale est en danger par le Joker. Ouais, c'est un peu moyen. Elle est assez agaçante quoi. Ça fait vraiment la femme en détresse des années 50 plutôt que des années 80 quoi. Ça change d'ailleurs ça colle du coup mais non, parce que par exemple quand tu regardes le Superman des 78, l'interprétation de Lois Lane,
totalement différente. Hein. Ah oui, c'est non, pas c'est vraiment, clair, c'est clair. une femme en détresse, là, tu vois bien la femme qui sait y faire, et puis voilà, quoi. Tandis que 10 ans plus tard, on voit une femme en détresse, t'as l'impression d'être rendue dans les années 50, quoi. Enfin, ouais. Mais bon. C'est la magie du cinéma. Ouais, c'est une vision, quoi. Il y a une autre relation. Alors moi, j'ai jamais trop compris cette relation. Pourtant, dans un univers parallèle, Terre 2, ils se sont mariés. Exact. C'est Katy Kane. Alors, faut-il préciser que Katy Kane est Batwoman. Et c'est sa cousine, hein. Et que c'est sa cousine. C'est ça que je n'ai jamais compris. C'est que comment pendant près de 50 ans ils ont pu accepter que parce que maintenant c'est effacé, cette histoire-là, elle est effacée. Et Katy Kane c'est Batwoman, mais ils ont plus aucune relation entre Bruce Wayne et elle. D'ailleurs, elle est ouvertement lesbienne, hein, donc aujourd'hui. Ouais, clairement. Alors, est-ce que c'est cette relation-là qui l'a fait devenir lesbienne? Je sais pas. Enfin, bref, toujours est-il que c'est quand même bizarre que pendant des années, ça n'a choqué personne. Pendant des décennies elle était même. sa cousine à l'époque ou pas? Parce que tu sais, des fois les relations échangent, donc est-ce qu'elle était sa cousine je sais pas, il me semble que c'était ça a toujours été un petit peu parce que justement la famille Kane c'est Martha. Donc ça a toujours été je sais pas, enfin honnêtement, c'est peut-être une question à se poser, parce que j'ai jamais compris que pendant 50 ans, ou plusieurs décennies, je sais plus bien, on n'est plus accepté que Bruce Wayne soit ouvertement engagé avec sa cousine, quoi. À l'époque, les familles qui avaient de l'argent se mariaient tous entre eux, comme ça ils gardaient l'argent dans la famille, donc ça posait pas de problème à cette époque-là. Oh, si, quand même, ça c'était un tabou. Ça se faisait, mais ça se disait pas, quoi. Ouais, c'est ça. Là, c'est vrai que c'était un peu particulier, quoi. Ouais, je sais pas. Bon, mais finalement, je retire ce que j'ai dit. Talia, c'était pas si malsain que ça. Tu vois, en creusant un petit peu le dossier, quand même, on change d'avis, quoi. Ouais. Il y a une autre amoureuse de Batman qu'on n'a pas encore évoquée, qui est pourtant assez, ouais, tout va bien, je sais pas ce qu'il y a à côté de chez moi. C'est le chat qui a fait tomber. non, c'est dehors, je sais pas ce qu'il fout. Il y a une autre relation, alors on l'a vu dans la série TV Gotham, pour ceux qui regardent. On l'a vu dans les comics à de nombreuses reprises, c'est la fille aux cheveux d'argent. Donc ils ont eu une super idée pour le prénom, c'est-à-dire on va l'appeler Silver. Silver St. Cloud. Donc pareil, c'est une fille qui fait partie de la haute société, comme souvent, hein. On peut dire aussi que c'est souvent des filles de la haute. En même temps, il va pas sortir avec hein. Ouais, après il y a l'opposé, il y a Catwoman qui elle fait partie au contraire des filles de la rue, quoi. J'ai envie de dire vraiment, tu vois, la basse société de Gotham, mais souvent c'est quand même des filles de la haute, parce qu'il faut dire que souvent c'est c'est lorsqu'ils les rencontrent à des soirées mondaines, etc. Donc c'est ce genre de choses. Elle découvre rapidement l'identité secrète de Batman. Elle finit par le quitter parce qu'elle n'arrive plus à supporter le stress de ne pas voir Bruce revenir chaque nuit. Donc là, on est dans typiquement le truc classique de chez classique. Mais ils se recroisent. Ils se recroisent, je sais pas si vous voyez cette scène où ils se recroisent, je crois que c'est dans... je sais plus où c'est. Je sais plus si c'est dans... il y a pas très longtemps, c'est dans les années 2010. Où ils se recroisent en fait, et elle est mariée à un sénateur ou quelque chose comme ça, un politicien. Elle est fiancée, exactement. Ouais. Fiancée à un politicien. Et donc ils se recroisent à une soirée, je pense que c'est pour justement comment ça s'appelle, la soirée politique de son fiancé, etc., quoi, la campagne. Ouais. Et ce politicien va se faire attaquer par le Joker, sachant que elle veut retourner avec Bruce Wayne. Mais Bruce, ça dit quelque chose. ça doit te parler parce que tu as dû le lire, je pense. Et elle veut retourner avec Bruce Wayne, mais Bruce Wayne va la rejeter, quel malpropre. Et en fait, il va la rejeter en lui disant non, il faut que tu restes auprès de ton fiancé, qui a plus besoin de toi aujourd'hui parce que il est à l'hôpital, etc. en état grave.
de santé. Et donc du coup, être rejeté par Bruce Wayne. Malheureusement, son fiancé, je crois qu'il meurt. Ils finissent par se remettre ensemble. Bruce Wayne envisage de quitter le costume de Batman pour vivre avec elle et laisser la protection de Gotham à Baphomet. Je sais pas si vous Baphomet, je sais pas comment on dit. Je sais pas si ça vous parle. Ouais, Baphomet. Un nouveau héros qui vient de faire son apparition à Gotham. Sauf que, en fait, on s'aperçoit que c'est en fait un assassin qui s'appelle Onomatopée. Ça vous dit rien? Ouais, c'est vrai, hein, c'est vrai. Et c'est ce dernier qui va tuer, donc Option 3, comme disait Aliénor, toujours, hein, pour Silver St. qui va mourir des mains de Onomatopée, du coup, anciennement Baphomet, qui va lui trancher la gorge. Bon, ça, c'est un peu... Ah, c'est ravissant, ça. C'est ravissant. Bon, c'est toujours mieux que d'être jeté d'un hélicoptère sur le Bat-Signal. Ouais, je préfère ça. Oui. Je sais pas. Trancher la gorge, je trouve ça tellement gore que je préfère c'est tout vrai, comme ça. ouais, Ah ouais. c'est vrai que, mais bon, les deux sont horribles, de toute façon. On ne va pas débattre de l'horribilité de la chose. Mais voilà, donc ça, non, c'est mais pour ça Silver pourrait faire St. l'objet d'un débat un jour. Ça pourrait faire le Non, prochain c'est gore. podcast. Quelle est la meilleure mort? Jeter d'un hélicoptère ou trancher la gorge? On pourrait. Mais c'est marrant parce que l'histoire me dit à la fois quelque chose et en même temps pas assez. Alors je sais pas, peut-être que c'est une histoire que j'ai lue il y a longtemps. Bah peut-être parce que c'est putain, il faudrait que je retrouve je sais plus où est-ce que c'est. Bref. Mais du coup je vous laisse je fais une petite recherche. Il y a aussi une histoire, alors je sais plus laquelle c'est. Je me demande si c'est pas toujours le Chevalier Noir, où il y a une fille qui devient Scarface, enfin qui devient le Ah oui, tu sais, la marionnette Scarface là. C'est pas dans Batman le Chevalier Noir? Si c'est ça, ouais, je crois que c'est là-dedans. Et en fait, je crois que Batman il a aimé cette femme-là. Je sais plus. C'est un peu trop précis, je pense, ouais. Tu es sûr qu'il l'a aimé? Je suis pas sûr. Hein. Ah ouais? Ouais. Si, ils sont sortis ensemble. Pas pendant le Chevalier Noir, mais ils sont sortis ensemble. À un moment, il y a une référence au fait qu'ils soient sortis ensemble. Mais pas dans l'histoire du Chevalier Noir, pas dans le présent de l'histoire. Ah ouais? Ouais, je crois bien, ouais. C'est sûr de toi. Ouais. Sinon, on va demander. Non, j'ai dit, je crois bien. Sinon, on va demander à nos auditeurs de confirmer la chose. Et du coup, de nous envoyer ça par message. Mais c'est vrai que j'ai pas l'info. Mais, non, clairement, ouais, c'est vrai que... Mais il y en a beaucoup, hein, on n'a pas tout évoqué d'ailleurs. Pour ceux qui veulent une liste complète des relations amoureuses de Bruce Wayne, je pense qu'on va pas tous les faire là maintenant dans le podcast parce que déjà il y en a qui sont très anecdotiques. Donc c'est pas vraiment intéressant. Et puis surtout, je pense qu'on en fera un article un jour ou l'autre pour vraiment mettre les choses à plat en disant voilà toute la liste et en mettant même celles qui sont plus anecdotiques, je vais y arriver, c'est dur. Mais tiens, moi j'ai envie de vous relancer dans un truc qui est un peu plus qui porte à débat. Quelle en est la relation entre Bruce Wayne et Barbara Gordon? Vous en pensez quoi? Alors je pense à ça justement par rapport à la vision de Bruce Timm. Donc on a pu le voir dans The Killing Joke, le film, dans la première partie. Mais c'était déjà là avant. Pour ceux qui l'avaient oublié. C'était déjà évoqué dans la série animée Batman Beyond, Batman la relève en français, où à travers des souvenirs de Barbara Gordon, qui est devenue commissaire de police, elle laisse sous-entendre qu'il y a eu une aventure entre Bruce et elle, mais qu'elle a fini par le quitter parce que il donnait toujours la priorité au costume de Batman. Alors du coup, Barbara Gordon et Bruce Wayne, vous en pensez quoi? Déjà, il faut remarquer que c'est une liberté prise à chaque fois pour des animés. Donc dans l'absolu, je me dis en termes de comics déjà rien que maintenant c'est hors temporalité, mais par exemple si on reprend The Dark Knight Returns, on voit clairement que Bruce Wayne et Jim Gordon ont
plus ou moins le même âge, sont de la même génération, sont même devenus de vieux amis. Et donc, du coup, avec cette image-là en tête, je trouve ça vraiment ultra gore, en fait, c'est dégueu. C'est ça, ouais, de voir Batman qui, entre guillemets, profite de son statut pour se laisser succomber au charme d'une jeune demoiselle qui, je ne suis même pas sûr si elle est majeure ou pas à l'époque. Et donc voilà, je trouve ça assez spécial. Et ça apporte pas grand chose à l'histoire de Killing Joke en soi. Et en plus de ça, c'était pas quelque chose d'inévitable non plus. Disons que ça m'a plus choqué que Nightwing qui se fait Harley, quoi. D'accord. Ah ouais. Ouais, c'est vrai, j'avais oublié cette scène. Oui, c'est vrai. Ouais. Bah oui, c'est plus choquant parce que Harley et Nightwing, ils ont rien à voir entre eux. Limite, tu vois, il se passe un truc, bon, tu peux le concevoir, mais c'est vrai que Barbara, il y a le passif avec son père, quoi. C'est ça qui est... Moi, c'est pas ça qui me dérange. Bon, je pense que Nico, tu comprendras, mais c'est plutôt l'idée que je trouve ça tellement bien qu'il y ait une relation non amoureuse entre un mec et une fille. Enfin voilà, entre Batman et Barbara Gordon, que ça me fait chier que quelqu'un, pardon du langage, que quelqu'un place une relation amoureuse dessus, en fait. Pour une fois qu'on peut voir un lien de confiance et d'amitié et de respect. Enfin, respect, oui, ça dépend de quel sens, mais Batman n'est pas du genre à trop respecter. Mais bref, mais de respect mutuel, sans qu'il y ait de sexe entre les deux, quoi, et de relations amoureuses. Ouais. Donc c'est plus ça qui m'embête. Je trouve que c'est dommage de gâcher la relation qu'ont Bruce Wayne et Barbara Gordon. En la faisant devenir une relation amoureuse. Voilà. Donc, je trouve que ça doit rester tel quel. Ouais. Après, voilà. Ça doit rester tel quel et c'est tout, quoi. Donc, je trouve ça dommage de mettre une énième relation amoureuse dessus alors qu'il n'y en a pas besoin, quoi. Ouais, mais carrément. Surtout que, ouais, ils ont pas besoin de ça pour avoir une relation, comme tu disais, de confiance et de respect, etc. Il y a pas besoin que ça aille plus loin, en fait. Alors, je sais pas pourquoi Bruce Timm s'entête à mettre cette idée-là. Et je crois qu'il y a que lui, hein, qui met cette relation-là entre les deux. Mais bon, après, c'est un choix de sa part, hein, mais c'est vrai que et puis en plus, c'est pas souvent bien accueilli par les fans. Bah non. Confère ce qui est les critiques qu'il y a eu après le film animé. Ouais. Non, parce que c'est inutile, en fait. C'est inutile et je trouve ça très beau, cette relation plus vis-à-vis effectivement père-fille qu'il y a entre Batman et Barbara, et qu'il n'y a pas besoin d'une histoire d'amour, quoi. C'est tout. Ouais. Arrêtez. Un mec et une femme, s'ils sont ensemble, ils sont pas obligés de tomber amoureux, quoi. C'est ça qui m'énerve, en fait. Ouais, bah ouais. Voilà, il peut exister des relations saines. Enfin, je dis pas qu'une relation amoureuse est malsaine, mais je veux dire sans arrière-pensée entre les deux, c'est tout, quoi. Surtout, effectivement, étant donné, c'est quand même la fille de son ami. Et... Bah, c'est ça. C'est déjà malsain de mentir à son ami, parce que voilà, il utilise entre guillemets, enfin, Batgirl est la fille de son ami et son ami ne le sait pas, donc c'est quand même déjà assez particulier. Ouais. Donc en plus, s'il faut qu'il sorte avec elle, ça fait lourd, quoi. Ça commence à faire beaucoup, ouais. Ouais. Tiens, je vais enfoncer un petit peu le couteau, on a bientôt fini ce débat, je vais enfoncer un petit peu le couteau dans ce côté-là, en parlant de Julia Pennyworth, donc la fille d'Alfred. Ouais. Parce que là, on l'a revue récemment, où elle revient à la Bat-Family, et elle vient juste prendre un petit peu le relais d'Alfred. Mais, dans ses premières apparitions, donc ça remonte à beaucoup plus loin, ça aujourd'hui c'est effacé, il n'y a aucune relation entre Julia et Bruce Wayne, en tout cas je crois pas. Mais dans ses premières apparitions, elle était l'une des love interest de Bruce Wayne. Ah ouais. Ouais. Ça, je savais pas. Si, dans ses premières apparitions, en fait, donc elle apparaît, donc toujours pareil,
avec Alfred, sa fille, etc. Et en fait, ils vont passer beaucoup de temps ensemble et Bruce et elle vont s'attacher l'un à l'autre. Alors, il va peut-être pas forcément avoir de relation plus poussée, mais au centimètre, comme dirait Mathieu. Mais mais il y aura une relation amoureuse qui va commencer à s'instaurer entre les deux. Mais petit à petit, ça va disparaître. Ça, ils vont pas aller plus loin en fait. Je pense qu'ils ont vu que ça allait trop loin cette histoire. Ouais, c'est ça. Mais c'est tellement bien de temps en temps de pouvoir laisser une femme dans la vie de Batman sans pour autant qu'il soit obligé de se l'envoyer, quoi. Ben, voilà, c'est ça. Ouais, c'est exactement le cas avec Barbara, quoi. C'est le problème. Ouais. C'est le problème. Bon, est-ce que quelqu'un va rajouter quelque chose à ce long sujet, parce qu'il y en a eu beaucoup. Alors, on n'a pas parlé des super-héroïnes où il y a eu des petites aventures, genre Gina Lenz, alias Black Canary, où il y a eu une petite histoire entre eux dans 2 récits. Ah bon? Ouais, dans Batman et Robin, All Star Batman et Robin. Ah, d'accord. Ils ont carrément une relation sexuelle sur un port entre après une explosion, donc entre des membres déchiquetés et tout. Enfin bref. C'est ça, c'est un truc de ouf. Ouais. C'est assez ouf. Il y a aussi Diana Prince, Wonder Woman. Ouais. Surtout dans la série animée, il y a un petit peu dans les comics, mais c'est peut-être moins important. Mais dans la série animée, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui se passe entre eux, même si ils conviennent tous les deux que c'est pas possible. Bon, on a parlé tout à l'heure de Zatanna. Oui, forcément aussi, de revenir dessus, c'est pareil, ils ont une relation amoureuse, on sent qu'il y a quelque chose entre eux, mais que c'est pas possible, quoi. Donc ils vont pas plus loin. Et dans leur envie aussi de fourguer quelqu'un à Bruce Wayne aussi, ils ont même à un moment failli lui mettre Lois Lane. Oui, exactement. Ouais. C'est vrai. C'est horrible. C'est vrai. Justement, parce qu'elle était... alors, c'est ce qui est bizarre, parce que dans cette histoire-là, elle est repoussée, donc elle aime Superman, mais elle est repoussée par Clark Kent. Donc quand en gros, les lunettes. Ouais, c'est ça. Quand il met les lunettes, elle l'aime plus. Quand il enlève les lunettes, elle l'aime. Et ça va être l'inverse avec Bruce Wayne, c'est-à-dire qu'elle va être amoureuse de Bruce Wayne, mais dès qu'elle apprend sa double identité, elle va le rejeter, elle va partir et retourner au bras de Superman, je crois. Donc voilà, du coup c'est vrai qu'il y a un croisement entre les deux, du coup assez intéressant. Et parfois on s'étonne qu'ils se mettent dessus ces deux-là. Et voilà, après ça finit comme Batman vs Superman et tout ça quoi. Ouais. Tout ça à cause d'elle. Tout ça à cause de Lois Lane. Ouais, il avait dit Flash dans la vision de Bruce Wayne quand il revient dans le film, il dit Lois c'est la clé. Ouais. Ben voilà. Voilà. Ça veut dire pas touche mec. Donc non, c'est vrai que Louis mais c'est bon, c'est très furtif, hein, c'est juste l'histoire d'une histoire, l'histoire d'une histoire, c'est pas mal. L'histoire d'un récit ou un truc comme ça, quoi, c'est pas une longue relation, quoi. Bon, bah, sur ce, je pense qu'on a fait pas mal le tour de petites amourettes de Bruce Wayne. J'invite, tous on peut dire auditeurs, pour le podcast, tous nos auditeurs à nous laisser en commentaire les love interest, leur love interest préféré de Batman ou de Bruce Wayne, c'est la même personne, et puis à nous dire s'il y en a qu'on a oublié, des immenses love interest qu'on a oublié, et du coup on s'en excuse, mais laissez-nous tout ça dans les commentaires, parce que du coup on aime bien kiffer un petit moment à partager tout ça avec vous. On se retrouve très vite. Alors du coup c'est pas dans un mois, ça sera dans 2 semaines parce que on a pris du retard sur celui-là, mais on sera à l'heure pour le prochain Badcast. Promis, début du mois d'octobre, on sera là pour un nouveau Badcast. En attendant, j'ai envie de dire merci à tous les deux d'avoir été là ce soir. C'était cool. Enfin ce soir, non, c'est même pas ce soir. D'habitude on enregistre le soir, mais aujourd'hui on enregistre le matin. Donc merci d'avoir été là ce matin. Merci à tous. Non, j'ai pas fini comme il faut. Merci à tous de nous avoir suivis dans ce Badcast. On se retrouve très bientôt sur Batman Legend pour de nouvelles aventures de Batman. À très bientôt. Ciao, ciao. Salut. Salut.